Bonjour à tous. Alors une petite vidéo qu'on a intitulée Lire en recherche, qui est une sorte de compte-rendu d'un atelier qu'on a mené au niveau de notre équipe de recherche, Imorphène, en mars 2025. L'objectif de la séance est d'apprendre à lire efficacement un article scientifique en combinant la lecture humaine et puis les outils actuels à base d'intelligence artificielle, tout en développant un esprit critique face aux résumés qui peuvent être générés par ces outils à base d'IA, et notamment basés sur les algorithmes de type Large Language Model, LLM. Donc on va explorer ces outils pour accélérer la lecture et l'analyse des publications. Alors tout d'abord, on s'est posé la question, qu'est-ce que lire en recherche? Et donc, d'abord, il faut avoir une définition de la recherche. On s'est appuyé sur la définition qu'avait proposée un de nos collègues à Angers, le professeur François Chapeau-Blondeau, proposait cette définition: penser à des choses auxquelles on pense que les autres n'ont pas pensé. Ça veut dire que penser la recherche, c'est quand même se situer par rapport aux autres. Alors, on a accès aux travaux des autres, notamment par la lecture d'articles. Alors, le problème, c'est que, bien sûr, les récentes années, le nombre d'articles scientifiques publiés a littéralement explosé, alors que le nombre de chercheurs n'a guère évolué. Et donc, il y a nécessairement une sélection à opérer sur les articles qu'on va lire. Un premier seuil peut être appliqué en détectant les revues qui ont été désormais identifiées comme étant des revues prédatrices, qui ont connu une croissance qui était exponentielle, alors que les autres éditeurs avaient une croissance plus raisonnable, plus linéaire, dans la période qu'on vient d'évoquer. Mais néanmoins, ce seuil-là ne va pas résoudre tout le problème, il va falloir opérer une sélection. Alors une autre approche peut consister à avoir une lecture premier degré du cogito de Descartes. Je pense, donc je suis, sous-entendu, en pensant par moi-même, je vais arriver à m'affirmer et possiblement produire une pensée qui peut être originale. Alors comment être sûr que notre pensée sera originale? Une manière de générer cette originalité, c'est de créer un environnement autour des chercheurs qui soit riche, qui soit divers, et qui soit unique d'une certaine manière. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire au niveau de notre équipe, en incluant des physiciens, des mathématiciens, des informaticiens, des géologues, des biologistes, en étant connectés à différents réseaux au niveau national, régional, international, etc. Alors comment trouver quelque chose d'original? En formulant des questions. Le savant n'est pas l'homme qui fournit des vraies réponses, c'est celui qui pose les vraies questions. Ça, c'est une définition de Claude Lévi-Strauss. Donc la curiosité, dans un cadre de recherche, c'est une grande qualité, et non pas un vilain défaut. Alors qu'est-ce que lire en recherche? On arrive donc à penser à des choses auxquelles on pense que les autres n'ont pas pensé. Et puis, on va donc lire les travaux des autres en les lisant, pas uniquement pour s'informer sur ce qu'ils ont fait, mais pour aussi lire directement entre les lignes, c'est-à-dire pour voir ce que les autres n'ont pas fait. Donc, et comment on va pouvoir lire ce qu'ils n'ont pas fait? En se posant des questions du type: qu'est-ce qui se passerait si on avait fait varier tel ou tel paramètre différemment, si on avait approché le problème différemment, et identifier si on pense que ce sont des bonnes questions qui nous ouvrent donc des pistes différentes, non abordées par ces autres qui avaient fait des travaux préliminaires. Alors quoi lire? Typiquement, on peut s'intéresser aux travaux les plus proches de ce qu'on est en train de regarder à un moment donné, en recherchant par mots-clés, en suivant des auteurs ciblés, en posant des alarmes, en revenant en arrière sur des travaux pertinents, en analysant des sujets connexes venant d'autres communautés, pour faire de ce qu'on appelle la cross-fertilisation, mais aussi en suivant des sujets qui nous intéressent sans trop qu'on sache pourquoi, en se laissant guider par notre curiosité, à nouveau, qu'on a défini non pas comme un défaut, mais plutôt une qualité en recherche. Donc admettons, on a une question de recherche, on a identifié un article d'intérêt pour cette recherche. Comment lire l'article? Là, on a des approches classiques: introduction, méthode, résultat, discussion, avec des techniques de lecture rapide, un survol rapide, on lit le titre, les sous-titres, les figures, les conclusions pour avoir une vue d'ensemble. Une recherche ciblée, repérer les informations précises en fonction de son besoin, et puis ensuite, dans un deuxième temps seulement, après identification des parties clés, une analyse détaillée des sections pertinentes. Alors pourquoi, à l'heure du tout à l'IA, la lecture scientifique évolue? Parce qu'on a cette explosion du nombre d'articles publiés chaque année, on a des difficultés à suivre toutes les avancées dans un domaine, et puis on a une complexité croissante aussi des publications scientifiques. Et donc avec l'émergence
des LLM comme outil d'aide, eh bien, possiblement, on va avoir une lecture qui va évoluer. Alors, est-ce que ça match les LLM et la lecture d'articles? Eh bien, les LLM sont les outils qui prennent la forme d'agents conversationnels. On peut donc leur poser des questions, et c'était justement cela qu'on proposait comme moyen de lire des articles scientifiques, selon l'adage de Claude Lévi-Strauss qu'on a rappelé tout à l'heure. Par exemple, les interfaces des LLM, comme celui qu'on montre ici, nous proposent de poser une question pour trouver, par exemple, des articles. Ils vont même juger la qualité de notre question de recherche et nous indiquer éventuellement des variantes sur la base d'un premier prompt, une première requête qu'on va pouvoir faire. Donc attention, évidemment, au risque de biais, au risque d'hallucination, aux soucis de propriété des données ou encore à l'énergie consommée par ces systèmes. Alors quels sont les outils LLM pour la recherche? Lors de cet atelier, on a testé ChatGPT, Elicit, Scite, Semantic Scholar, Scholarcy, Explain Paper, NotebookLM et Perplexity. Et on a proposé l'exercice suivant. On s'est séparé dans notre équipe, qui compte une trentaine de membres, en 4 groupes hétérogènes, c'est-à-dire incluant des permanents, des non-permanents, des stagiaires, de masters, des thésards, des postdocs, des ingénieurs, etc. Et on a tous lu un même article que personne n'avait lu au préalable, en faisant 4 groupes. Un groupe qu'on a appelé le Old School Company, qui est un groupe qui ne va pas utiliser du tout les IA. Un autre groupe qu'on a appelé Oldies Then Techies, qui vont d'abord avoir une approche de lecture classique, celle qu'on a rappelée tout à l'heure, puis ensuite, qui, après s'être fait une première idée du papier, vont pouvoir éventuellement utiliser des outils d'IA. La troisième équipe, Techies Then Oldies, ça veut dire on utilise d'abord les outils d'IA pour se faire une idée du contenu, et ensuite on a une lecture plus approfondie, guidée sur les parties qui auraient été identifiées par les technologies. Et puis, la quatrième groupe, le Gen Z Fellows, qui est un groupe qui avait pour mission de n'absolument pas lire l'article en question et de n'utiliser que des outils à base d'IA. Quel article avons-nous choisi? On est resté sur les thématiques de notre institut de recherche, avec un article relativement récent d'identification de la vigueur de semences basées sur de l'imagerie hyperspectrale et du deep learning. Alors, quelles questions sommes-nous posées? Comprendre le contexte, la problématique, l'objectif. Évaluer la rigueur scientifique, la reproductibilité. Identifier les données clés et leur interprétation. Identifier les limites et les perspectives de l'étude. Typiquement des questions que se poserait un rapporteur, un reviewer, pardon, s'il devait lire cet article pour l'évaluer dans un journal. Alors, le résultat, on vous le fait en cours, eh bien, c'est que tous les groupes, sauf la Gen Z, c'est-à-dire le groupe qui n'utilisait que les outils à base d'IA, ont identifié des grosses limites de l'article. En l'occurrence, ici, on avait des résultats qui avaient 100% d'accuracy, on avait une absence d'étude de l'incertitude des méthodes, donc on avait un doute sur la technique d'entraînement d'une méthode de deep learning, et ces informations n'étaient pas directement perceptibles dans les parties de conclusion, dans les parties d'abstract, dans les parties d'introduction, et donc le groupe Gen Z a produit un résumé qui était correct, mais qui n'avait pas ces éléments de critique que tous les groupes qui ont utilisé l'IA ou non, dans un sens, dans un ordre ou dans un autre, ont réussi à identifier par eux-mêmes. On a identifié, ce faisant, quelques points forts, quelques points faibles des différents outils qu'on avait testés, que je vous laisserai consulter. Et puis, voilà, ça nous a amené à réfléchir et peut-être aussi à suivre un petit peu la littérature sur l'éducation et l'usage de l'intelligence artificielle. Et on vous pointe ici notamment une review récente qui vient de paraître sur comment l'usage d'outils type ChatGPT impacte l'engagement des étudiants dans leurs études. Voilà, on vous remercie pour votre attention et on vous encourage donc à vous questionner aussi sur l'usage de ces IA et comment elles modifient notre lecture, notamment dans un domaine de recherche.